Alors, nous accueillons mesdames Côté et Bellec. Bonjour. Vous allez nous présenter le projet Baromètre. Je vous laisse tout de suite le nom. Donnez-moi le feu. D'accord. Eh bien, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez toujours bien, que vous êtes très motivés pour la suite du colloque qui s'achève sous peu. Je me présente, Isabelle Côté, je suis chargée de mission Baromètre à la Fondation John Bosse et j'ai ma collègue avec moi. Donc moi je suis Émilie Bellec, aide-soignante au SAMSA 95 de John Bosse. Et aujourd'hui, en fait, nous allons vous présenter la petite histoire de Baromètre à la Fondation John Bosse. Baromètre, en fait, a vraiment débuté, comme vous l'entendez par mon accent, au Québec, en 2012. Je peux pas le cacher, je suis québécoise. Et en fait, on a vraiment débuté par un développement participatif. En fait, c'est un projet de recherche qui a été mené par l'Institut de première ligne en santé et services sociaux du CIUS de l'Est-Richu, donc du Centre intégré universitaire en santé et services sociaux, et on est bon pour les acronymes aussi, de l'Institut universitaire de première ligne à Sherbrooke. Donc, pour faire une petite histoire courte, en fait, on a vraiment fait un processus de co-construction de développement participatif. On souhaitait en fait mettre en place une plateforme numérique et collaborative qui permettait à la personne accompagnée de pouvoir participer à son projet personnalisé. Et au-delà de participer, c'est vraiment pouvoir se manifester au maximum, être entendu. Ben, nous, au Québec, on dit être acteur parce que ça nous semble merveilleux. Avec tout ce que j'ai entendu ce matin, peut-être que c'est plus le bon terme. Mais j'ose quand même dire que ce qui était souhaité finalement, c'est vraiment construire une plateforme où on pouvait à la fois avoir le point de vue des gestionnaires, des intervenants, donc des travailleurs sociaux principalement, au Québec, dans la version du moins québécoise, et avec des chercheurs, avec des personnes accompagnées aussi. Donc on a fait plusieurs boucles d'amélioration continue, on en a fait 3 depuis 2012. Et finalement, ce qu'on souhaitait aussi, c'est que ce soit un outil qui soit développé pour être centré sur une expérience d'utilisation vraiment positive pour la personne et qu'elle puisse avoir un visuel sur l'évolution et les progrès qu'elle accomplit dans le temps. Donc, en fait, ce qu'on souhaitait finalement, c'est que, je m'entends avec le compte, c'est que ça devienne un dossier d'accompagnement collaboratif qui regroupe plusieurs outils, donc vraiment pour que la personne soit en mesure d'évaluer sa qualité de vie, ses souhaits, ses capacités, ses potentiels et même les ressources de son environnement. On souhaitait que ça puisse soutenir l'expression de sa participation maximale. On souhaitait aussi pouvoir avoir un visuel pour favoriser le suivi de l'évolution et des progrès, comme je l'ai mentionné, et des mises à jour de ces plans d'intervention. On souhaite également soutenir la participation des proches et aussi, ben là, ça c'est dans la version davantage à la Fondation, où on souhaite tracer les évaluations fonctionnelles et les capacités aussi des personnes, mais je vais vous en parler un peu plus tard. Donc, le projet Baromètre, finalement, c'est vraiment plus qu'une plateforme numérique, très rapidement, on avait, bon, je ne vais pas l'entendre, c'est pas grave. Donc, le projet Baromètre, c'est bien plus qu'une plateforme numérique, en fait. C'est vraiment une philosophie qu'on a tenté d'intégrer dans la plateforme, c'est-à-dire que la plateforme sous-tend 3 approches qui nous semblaient fondamentales pour favoriser la participation maximale de la personne à son projet. C'est l'approche par les forces de Rapp and Gosha. C'est l'approche par les capabilités de Martin Nussbaum, et c'est aussi l'approche de personnalisation des soins et services de Carrier et Al au Québec. Donc ici, vraiment, les 2 piliers, c'est vraiment de se centrer sur la personne
et de créer une alliance collaborative avec elle. Donc, comment on réussit à créer une alliance avec la personne et finalement, on peut partager, échanger des points de vue et où il n'y a pas effectivement de hiérarchie et que la personne peut finalement être ce qu'elle est avec ses expériences, avec son vécu et comment on engage une relation réciproque finalement avec la personne. Donc, rapidement, pour vous montrer la maquette, il faut reculer. Deux propositions. D'une part, comme la zapette, effectivement, c'est la galère. On va faire comme ce matin, vous me faites un petit signe et je change de la roue. Comme ça, vous allez moins galérer. Et la deuxième chose, c'est que je te propose d'abandonner ton micro filaire parce que les gens qui sont à distance disent on entend mieux quand c'est le micro sans fil. Donc on va essayer de penser à eux parce que c'est pas facile de suivre à distance. Donc vous prenez toutes les deux le micro sans fil en étant bien devant le micro juste sous la bouche. Super, merci. Et donc, je voulais vous présenter la plateforme. En fait, c'est la Diapo 5 pour se repérer. Donc, la plateforme, en fait, il y a 4 modules qui ont été développés au Québec en 2012. Le premier module, c'était vraiment pour soutenir la co-évaluation du bien-être et de la qualité de vie de la personne. Donc, on avait identifié 42 thématiques qui étaient reconnues par les recherches et les différentes approches que je vous ai mentionnées. Quels étaient les éléments qui étaient reconnus pour influencer le bien-être et la qualité de vie de la personne. C'est exactement ça, merci. Et donc on a vraiment restructuré ces 42 thématiques-là en 5 sphères de vie principales, donc qui sont les besoins primaires, la santé, le réseau social, le projet de vie et l'estime de soi. Donc ça, c'est les grandes catégories qui sont intégrées dans la plateforme. Bien évidemment, ça permet vraiment à la personne de faire des priorités et de partager avec les professionnels qu'est-ce qui est le plus important pour elle dans sa vie. Au niveau d'un second onglet, dans la diapo suivante, c'est la plateforme en fait permet aussi d'intégrer le réseau social de la personne, c'est-à-dire la personne peut partager qui elle considère qui est très important pour elle dans son environnement, qui est aidant, qui est soutenant dans son réseau immédiat. On a également un espace dans les diapos suivants. Où on peut, avec la personne, l'aider à identifier ses forces, à identifier ses intérêts, ses inspirations, quelles habiletés, quelles compétences elle souhaite mettre en œuvre pour son projet, pour se réaliser. Et pour nous, c'était l'opportunité d'essayer de délaisser justement le côté, oui, la pathologie, oui, la médication, oui, les difficultés rencontrées, mais aussi comment on peut travailler avec la personne, avec ses forces comme levier pour l'aider à atteindre des objectifs, comme vous l'avez si bien dit, mais des projets qui font sens aux yeux des personnes et non uniquement aux yeux des professionnels. Finalement, un dernier onglet qui a été développé en 2012, c'était vraiment l'élaboration d'un plan qu'on a nommé, à la place de nommer plan d'intervention, et là ça rejoint ce que vous avez dit aussi, ça me concerne, à la place, on l'a nommé accomplissement, parce que pour nous, accomplissement, c'est ce que je souhaite accomplir éventuellement et c'est ce que j'ai accompli aussi. Donc vraiment, comment on peut mettre en lumière les progrès et les avancées des personnes et qu'au quotidien, elles puissent voir où elles en sont et qu'ensemble, avec le professionnel, on puisse travailler ce projet. La démarche de la Fondation John Boss, eh bien, elle a débuté en 2017. En fait, c'est lors d'un voyage d'études, il y a un groupe qui s'est déplacé au Québec et qui a rencontré à tout hasard, même si je ne crois pas beaucoup au hasard, l'équipe du projet Baromètre, donc le co-concepteur Pierre-Louis Bossé, qui est mon collègue,
Et en fait, lorsque l'équipe de la Fondation a rencontré Pierre-Luc et a regardé la plateforme, on disait c'est très intéressant et pertinent. Par contre, c'est pas tout à fait adapté en l'état aux gens qu'on accueille à la Fondation. Donc, est-ce qu'il serait possible de développer un outil qui soit davantage adapté au public accueilli et qu'on accompagne? Donc, s'en est suivi une entente de partenariat de recherche et développement qui a été signée finalement en 2018, où là, on a vraiment choisi de procéder par le même type de développement participatif qui avait été fait au Québec en 2012, c'est-à-dire qu'on a réuni des équipes pour co-construire finalement la plateforme, mais vraiment adaptée aux besoins et à la réalité des personnes accueillies à la Fondation. Donc, je ne sais pas, pour ceux qui ne connaissent pas la Fondation John Boss, c'est un organisme à but sans but lucratif, pardon, et reconnu d'utilité publique. Oui, il faut faire attention. Depuis 1877, donc c'est 40 établissements et services sanitaires et médico-sociaux répartis, je dirais, sur l'arc atlantique. Vous aurez pour la géographie française que je maîtrise un peu moins. Et finalement, elle héberge et accompagne des patients résidents, moi je préfère le terme personnes accompagnées, personnellement, donc qui vivent des situations de handicap psychique, physique, polyhandicap, troubles du spectre de l'autisme, déficience intellectuelle, et qui intègre aussi environ 2500 employés, si je ne me trompe pas. Donc, comme je le mentionnais, on a fait une entente de partenariat de recherche et développement signée en 2018, où là, on a pu co-construire une plateforme avec la Fondation. Ce qui était souhaité vraiment par la Fondation, c'était de faire une démarche de transformation. Donc, vraiment, c'est un changement de paradigme, comme on l'a nommé depuis le début de la journée, finalement, axé sur les forces et les capacités des personnes accompagnées. Donc, comment on peut finalement, par une démarche de co-construction, favoriser au maximum l'expression des souhaits et la participation de la personne ou des proches lorsque la personne n'est pas en mesure de communiquer verbalement ou lorsque la famille ou les proches sont très impliqués dans le projet. Et comment aussi on peut soutenir les professionnels dans l'élaboration des projets avec la personne, mais aussi comment on peut soutenir les professionnels pour faciliter la coordination d'équipe, la communication interprofessionnelle. Donc, on souhaitait à la fois finalement mettre l'emphase sur la qualité de vie des personnes accompagnées à la Fondation, mais également la qualité de vie au travail des professionnels. Et donc, finalement, on a débuté, le projet, la démarche a débuté en 2018, comme je l'ai mentionné, où là, on a mis sur pied, on a fait un état des lieux organisationnel pour vraiment voir comment les gens travaillent à la Fondation. On sait qu'il y a 40 établissements et services, donc le but, c'était pas de dire on rencontre un établissement et voici, on sait comment fonctionne la Fondation. On a choisi de rencontrer différents établissements pour faire des entretiens avec les professionnels, participer à des réunions d'équipe, voir quel était le matériel utilisé par les professionnels aussi. Parce qu'à terme, le souhait, c'était de dématérialiser en fait tout ce qui est projet personnalisé qui le concerne et de le faire basculer dans la plateforme numérique. Donc, on a identifié 5 établissements pilotes et au départ, on a vraiment sélectionné des établissements qui accueillent des publics vivant avec un handicap psychique parce que la plateforme est adaptée pour ce public-là. Donc, finalement, depuis 2018, on fait vraiment un travail très plus prononcé avec les établissements qui accueillent des publics avec handicap psychique. Par contre, à terme, l'entente de partenariat a été signée jusqu'en 2023 et là, il y a une reconduction jusqu'en 2025 parce qu'on veut faire les choses bien et prendre le temps, comme on l'a mentionné, le précieux temps.
Donc ici, vraiment, le but, ça a été de créer des espaces d'apprentissage avec les professionnels pour former initialement les professionnels à la plateforme, mais aussi à la démarche et à la philosophie. On fait des ateliers d'entraînement pratique aussi avec les gens, avec les professionnels, et on anime des ateliers de retour d'expérience pour recueillir les idées d'amélioration et les difficultés rencontrées par les professionnels. De manière concrète, on voit, par contre, et ce qui est intéressant et ce qui est pertinent aussi, c'est de dire que le processus, en fait, on souhaite que ce soit un processus participatif. Donc là, on est à réfléchir à comment on implique aussi les personnes accompagnées dans ce processus-là. Bien évidemment, lorsqu'on fait des retours d'expérience, on fait des retours d'expérience avec les personnes accompagnées, les professionnels, pour vraiment voir qu'est-ce qui peut être amélioré de la plateforme pour vraiment s'adapter aux usages quotidiens, tant pour la personne que pour les professionnels. Donc finalement, la Fondation a réalisé 3 boucles aussi d'amélioration continue et on a développé 2 espaces complémentaires à la plateforme finalement. Donc l'espace d'évaluation interprofessionnelle et l'espace d'observation interprofessionnelle. Et là, j'ai Lily, est-ce que tu peux nous en dire davantage, toi, sur ces espaces-là, comment tu les utilises et peut-être nous décrire un peu qu'est-ce que vous faites au SAMHSA aussi comme travail? Si je te donne le micro, ça va beaucoup. Du coup, baromètre au sein du SAMHSA, pour nous, c'est vraiment un outil qu'on va utiliser très tôt dans les rencontres auprès des bénéficiaires du service qu'on accueille. C'est un outil au niveau professionnel aussi d'observation, de pouvoir noter. Alors, on parle de transmission parfois. Observation, je trouve que le terme est plus juste. Donc c'est un logiciel qui est complexe également, qui du coup permet de mettre en lumière aussi tous les axes de vie des personnes qu'on accompagne et de pouvoir mettre la lumière également sur ce que les personnes souhaitent améliorer dans leur vie. Donc on dispose avec ce logiciel de plusieurs outils que l'on propose aux bénéficiaires qu'on accompagne. Ce n'est jamais une obligation, c'est vraiment des supports qu'on propose pour nous pouvoir mieux connaître la personne et pouvoir proposer un accompagnement adapté à ses différents. Et en fait, oui, le but vraiment de la plateforme, c'est un changement de paradigme, un changement de regard sur la personne qu'on accompagne, quelle place on veut lui donner, quel rôle on veut lui donner. Mais on parle également d'autodétermination des professionnels, où on sait que dans certains établissements qui sont très médico-centrés, la bascule est importante lorsqu'on souhaite changer de paradigme et donner plus de place à la fois à la personne accompagnée et à l'ensemble des acteurs qui travaillent avec elle. Donc, c'est un bon défi. Et en fait, j'ai réalisé une recherche de Master 2 en administration publique, vraiment, à la Fondation John Bost en 2021. Il est ressorti, en fait, je me suis intéressée principalement à qu'est-ce que la personne, comment les professionnels accompagnent les personnes à l'aide de cet outil numérique-là. Parce que le but, en fait, c'est pas que l'outil se substitue à la relation, mais qu'il soit un support pour aider les professionnels, finalement, à aborder des éléments qui, parfois, peuvent être oubliés ou escamotés dans l'accompagnement avec la personne. Donc, évidemment, les interfaces qui étaient au départ, on voit la qualité de vie, réseau social et accomplissement. Maintenant, on a créé l'interface pour les professionnels. Donc, il y a 2 interfaces interconnectées qui communiquent ensemble. Donc, les professionnels qui souhaitent partager l'information à la personne, leurs observations peuvent le faire et ont un espace dédié pour leurs observations.
Et la personne accompagnée peut également partager, elle, sa vision, son point de vue, ses souhaits, ses rêves. Et ensemble, ça fait qu'on voit finalement où on est en accord, où il y a des points où c'est plus difficile et comment on peut travailler ensemble pour arriver à se dire, ben, c'est dans ce sens-là, c'est là où on a le goût d'aller ensemble et c'est ce qu'on souhaite travailler ensemble. Donc, et finalement, ben, il y a une troisième interface qui devrait être développée dans les prochaines années, finalement, vraiment pour permettre aux personnes, aux proches, aux familles de pouvoir contribuer aussi au projet. Au niveau des principaux constats qui ressortent donc vraiment de l'usage de baromètre après les 4 premières années d'utilisation de la Fondation, il faut dire que mon projet de recherche était davantage dans un établissement sanitaire qui accueille des personnes vivant principalement avec un handicap psychique. Il y avait 19 personnes accompagnées. Bon, c'est pas vrai, 30 personnes accompagnées et 19 professionnels. Donc, il est ressorti plusieurs constats fort intéressants. Vraiment, je me suis intéressée à savoir est-ce que les professionnels, finalement, l'outil, est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est aidant dans vos accompagnements? Donc, je peux vous présenter quelques constats, mais j'aimerais aussi qu'Émilie nous partage un peu qu'est-ce qui ressort, regarde les commentaires pour les personnes que tu accompagnes avec le baromètre, qu'est-ce qui ressort de leur part à elles, qu'est-ce qu'elles en disent? Alors, les principaux retours qu'on peut avoir sur l'utilisation de ce logiciel, c'est quelque chose d'impressionnant. D'être face à tous ces thèmes à aborder, d'avoir vraiment la représentation de sa qualité de vie, ça peut être impressionnant tout de suite. Ça peut avoir un côté intrusif aussi. Donc c'est pour ça que nous, on met vraiment l'accent sur... en fait, c'est surtout un fil conducteur. C'est-à-dire que nous, on va poser le sujet, vous n'avez pas envie d'en parler. Et on se focalise vraiment sur vous, vos envies et vos besoins. Et c'est vraiment un fil conducteur et nous, en termes d'outils, ça nous aide. Les bénéficiaires qui ont pu avoir l'expérience de plusieurs mois, plusieurs années, ont pu dire qu'ils appréciaient de voir aussi visuellement l'amélioration parfois de la qualité de vie. Parce qu'il y a tout un système de petits... les étoiles, c'est assez graphique. Et c'est vrai que du coup, visuellement, ça permet aussi de se rendre compte de ce qui a pu avancer. Et la satisfaction de voir aussi des objectifs accomplis. De pouvoir voir avec eux d'où ils viennent, la photographie du départ, ce qui a pu être effectué, enfin, toutes les actions qu'ils ont pu mettre en œuvre pour atteindre leurs objectifs. Effectivement, ce qui ressort de la recherche, c'est que plusieurs personnes mentionnaient avoir été être fiers de leur projet, être fiers de pouvoir le présenter à leurs proches, de pouvoir choisir des objectifs qui sont réalistes et qui font sens pour eux et qui partent d'eux. Donc, comme c'était mentionné dans la présentation précédente, on encourage vraiment les professionnels lors des temps de formation à formuler des objectifs dans les mots de la personne. Il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise à utiliser l'informatique, des professionnels aussi. Et bien là, effectivement, on accompagne vraiment les professionnels aussi dans l'appropriation de l'outil, mais dans la formulation d'objectifs qui sont représentatifs et vraiment significatifs pour la personne. Donc, on met les phrases au jeu, les objectifs au jeu, des actions très très concrètes. C'est pas toujours évident, mais c'est tout un travail et c'est tout un changement de bascule aussi pour les professionnels qui parfois est habitués. C'est pas tous les professionnels, mais il y en a quelques-uns pour qui c'était c'est moi qui décris l'objectif, c'est mon travail. Il y en a qui disaient je me sens un peu dépossédée de mon travail justement parce que finalement, moi, je sers à quoi si la personne est autonome avec l'ordinateur, avec baromètre, elle fait ses trucs. Moi, finalement, j'ai l'impression de ne plus servir à rien. Et finalement, c'est d'encourager les professionnels aussi à amener de la discussion et des sujets de conversation dont la personne souhaite échanger aussi. Comme Émilie mentionnait, oui, 42 thématiques.
le but, c'est pas de tout aborder, mais par contre, ce qu'on trouvait pertinent et important, c'était vraiment de pouvoir que la personne puisse choisir quel sujet elle souhaitait aborder. Donc, c'est pas le professionnel qui décide de quoi on va parler aujourd'hui ou de quoi tu as voulu parler dans ton projet, c'est vraiment la personne qui elle-même aborde les sujets dont elle souhaite parler. Et donc, effectivement, comme le disait aussi Émilie, c'est très graphique, donc on voit en toile d'araignée l'évolution dans le temps lorsque les évaluations qualité de vie sont faites périodiquement. Et ça permet vraiment à la personne d'avoir des repères visuels et de voir là où, justement, il y a des zones de progression. Et on lui demande aussi d'émettre des commentaires, de pouvoir exprimer plus précisément ce qu'elle souhaite et ce qui l'intéresse. Donc, voilà pour cela. Il y a certaines personnes accompagnées, comme le disait Émilie aussi, par contre, qui ont vécu des expériences difficiles. Il est certain que c'est un outil perfectible qui est en évolution encore jusqu'en 2025. Donc, il y a certains professionnels qui n'étaient pas très à l'aise avec l'informatique ou même avec le contenu de la plateforme, qui passaient les questions comme si c'était un questionnaire. Et là, il y a des personnes accompagnées qui m'ont dit « Mais Isabelle, j'ai l'impression de passer un questionnaire intrusif. La sexualité, j'ai pas le goût de parler de sexualité. Qu'est-ce que... » Et là, c'est important le sujet tabou, évidemment, mais c'est important de revenir avec les professionnels ensuite, faire des retours réflexifs pour dire quel sujet vous avez de la difficulté à aborder, comment on peut faire pour aller au-delà d'eux et ou respecter le choix de la personne qui n'a pas le goût d'aborder ces éléments-là. Donc, il y a vraiment tout cet aspect-là où l'importance de se centrer sur le rythme et les capacités des personnes, les intérêts et les choix. Donc, évidemment, ne rien obliger et surtout essayer d'instaurer un climat de confiance avec la personne qu'on accompagne pour faire ce processus-là. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu l'utilises? Quel est le contexte d'utilisation de baromètre généralement dans tes accompagnements? Principalement, le baromètre dans le service du SAMSA, on va l'utiliser auprès du bénéficiaire une fois par an vraiment pour le questionnaire qualité de vie. Quand la personne émet le souhait de revoir aussi son projet de personnalité. Donc, en moyenne, voilà, c'est une fois par an au minimum. Ça peut être revu autant de fois que la personne le souhaite. C'est-à-dire s'il a des nouveaux projets, si des choses changent significativement dans sa vie, ou s'il a envie de le revoir, voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et je reviens un petit peu sur le fil conducteur des différents items qui peuvent être abordés. Je prends l'exemple d'un jeune homme la semaine dernière, on a revu ensemble son projet personnalisé. Donc, on a fait ce fameux questionnaire sur 2 séances. Et arriver à la question, au thème aimer et être aimé, thème que l'on n'aurait pas forcément osé aborder avec lui. Ce jeune homme nous a dit, bah oui, en fait, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, j'aimerais bien avoir une copine. C'est quelque chose que je pense, nous, en tant que professionnels, on n'aurait pas forcément osé aborder ce sujet avec lui. Donc ça permet aussi d'être un levier pour certains thèmes comme ça, et pouvoir après l'accompagner mieux dans ces cas. Finalement, il y a certaines personnes qui ont la capacité aussi, selon de compréhension, selon l'intérêt à utiliser la plateforme. Il y a certaines personnes accompagnées qui ont demandé à l'utiliser seules parce qu'elles souhaitaient être dans un espace d'intimité. Elles étaient très à l'aise de répondre aux questions seules, mais on a quand même vérifié dans l'établissement à s'assurer que la personne ne soit pas dérangée. Qu'il n'y ait pas trop de gens autour et en même temps qu'il y ait des professionnels qui soient disponibles pour pouvoir répondre à ces questions dans le cas où elle avait des questions, des interrogations ou même dans le cas où elle aurait eu des réactions face à différents thèmes. Donc, on s'assure vraiment qu'il y ait des conditions gagnantes pour pouvoir utiliser la plateforme avec les personnes accompagnées
au maximum. Et finalement, comme je le mentionnais plus tôt, à l'usage de baromètre, la plateforme est davantage au centre de l'accompagnement. Finalement, elle s'exprime davantage. Il y a vraiment des professionnels qui disaient moi, j'apprends à connaître la personne à travers baromètre, en fait, parce que finalement, en s'intéressant à ses forces, à ce qu'elle a déjà fait dans sa vie, ce qu'elle a déjà été en mesure de faire et qu'est-ce qu'elle aimerait peut-être remettre de l'avant. Par exemple, il y a un professionnel qui disait moi, je ne savais pas que monsieur avait déjà été jardinier. Et finalement, quand on s'est mis à parler des arbres, des plantes, des fleurs, je l'ai vu rayonner comme jamais je l'avais vu. J'ai été surpris. Et là, il dit on a une roseraie en plus à la fondation. Peut-être qu'on pourrait innover et demander des sous pour élaborer un projet pour que monsieur puisse participer, même co-animer des ateliers avec d'autres personnes accompagnées qui pourraient être intéressées aussi. Donc, ça permet de faire évoluer l'accompagnement qu'on souhaite mettre en place auprès des personnes aussi. Concrètement, Émilie, dans l'usage que vous faites de baromètre avec les collègues, est-ce que tu vois comment ça peut stimuler davantage la participation de la personne à son projet? Est-ce que tu vois qu'elle s'implique? Comment elle se positionne face à son projet? On a pu, nous, voir en tant que professionnels, certains bénéficiaires se saisir de l'outil, voire parfois mieux que nous. C'est-à-dire qu'on a pu voir des choses apparaître sur la plateforme. En tant que professionnel, on ne savait même pas que c'était possible, changer sa photo de profil, remplir plein d'items, plein de choses comme ça. Donc on a eu vraiment des personnes accompagnées qui se sont saisies de l'outil. Après, c'est vrai que ça demande des moyens aussi en termes d'informatique. Que les personnes qu'on accompagne n'ont pas forcément tous. Voilà, il peut y avoir quand même quelques difficultés rencontrées sur le terrain. Après, on ouvre sur la possibilité de venir au sein du bureau du SAMSA pour pouvoir travailler avec la personne, ou même de pouvoir laisser cet espace à la personne accompagnée pour pouvoir le remplir elle-même. Et voilà, Et finalement, dans les derniers constats qui émergent, ces baromètres deviennent finalement un médiateur de nouvelles interactions entre la personne et les professionnels. Et donc, l'usage de la plateforme, comme on l'a mentionné, permet d'aborder des sujets peu ou pas explorés. Et il y a même des professionnels qui disaient, dans l'établissement où j'ai fait la recherche, que finalement, le projet de vie de la personne s'est complètement transformé. Au départ, on disait cette personne-là est très passive, elle ne s'investit pas beaucoup dans son projet. Il me semble qu'on ne sait pas, finalement, on croit qu'elle ira en femme et c'était l'orientation MDPH. Et finalement, la personne, à force d'échanger avec elle, d'être à l'écoute, de focusser aussi sur ses intérêts, ce qui la passionne, ce qui l'anime, et de lui laisser la place pour s'exprimer, mais la personne a dit, moi je veux aller en ESAT, je ne veux pas aller en foyer de vie, en foyer d'accueil médicalisé, je souhaite aller en ESAT. Et finalement, la personne, c'est ce qu'elle a fait, elle a quitté la fondation et finalement maintenant elle travaille en ESAT. Elle se semble très heureuse et accomplie dans son nouveau projet. Donc oui, c'est pas magique, mais on s'aperçoit quand même que la personne est davantage investie à certains niveaux et qu'elle a plus d'espace pour échanger sur ce qui lui tient à cœur. Finalement, les leviers et les freins à la plateforme, et bien sûr que, comme Émilie mentionnait, l'onglet qualité de vie avec la toile qu'on voit ici, le petit schéma permet de voir l'évolution, donc de mettre en lumière les progrès que la personne fait aussi. Par contre, c'est sûr qu'il y a des aspects où là, baromètre devient plus complexe, c'est lorsque les personnes, on sait que c'est une plateforme québécoise, donc il y a certains termes qui étaient utilisés au Québec qu'ici étaient un petit peu moins utilisés ou pas compris de la même façon. Par
par exemple, mon discours intérieur, ou ça peut porter un peu à confusion parce que pour nous, c'était le discours intérieur, c'est notre petite voix qui nous dit dans notre tête, est-ce qu'elle nous encourage ou elle nous... Mais ici, quand on en parle avec certains publics qui vivent avec un handicap psychique, la petite voix intérieure, ils disent « j'ai pas de petite voix intérieure, moi, non ». Donc là, comment les professionnels font pour adapter, et donc ce qu'on a choisi de faire pour simplifier le truc, c'est qu'on a fait un dictionnaire anglais, français, québécois, intégré à la plateforme. Donc on s'est dit, peut-être que ça pourra faciliter l'accompagnement et justement éviter ces interprétations-là. Il y a aussi, comme levier frein à la mise en œuvre de la... c'est sûr que les leviers, la projection du contenu, la projection du contenu permet vraiment aux professionnels de collaborer, d'échanger entre eux, d'avoir des repères visuels lors des réunions d'équipe, lors des réunions de présentation des PPSA, et favorise aussi la participation de la personne parce qu'on a tous les mêmes repères visuels sur lesquels on peut s'appuyer pour échanger et discuter ensuite. Et finalement, un des grands défis, si je peux dire, c'est enraciner l'usage de la plateforme et mettre en place cette démarche-là dans la routine quotidienne des équipes. Là, on sait que lorsqu'on est en hébergement, comme on l'a dit un peu plus tôt ce matin, parfois c'est très cadré, où on a nos routines professionnelles, où à ce temps-là, on doit se lever, à ce temps-là, tout le monde doit avoir mangé, la douche. Donc, comment on inscrit la démarche de réalisation des projets avec les personnes dans ces contextes-là, comment on fait évoluer les pratiques, comment on réorganise et on réfléchit le travail autrement. Et comment aussi on a observé que le travail en mode projet, coordination de projet, c'est pas toujours évident, donc il y a cet accompagnement-là à faire également. Émilie, tu pourrais nous en parler aussi de quelques difficultés rencontrées. Mais au niveau, je crois, au niveau des pays, quand même, ils sont très confiés avec la coordination des projets. Oui. On essaie de se débrouiller. Après, c'est vrai que c'est un outil qui prend quand même beaucoup de temps de réflexion, d'écrit, de coordination. On a pu avoir des difficultés sur tout ce qui était, comme utiliser les appels ou d'évaluation. C'est vraiment d'expliquer aux personnes qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. On se base vraiment, eux, de leur ressenti, à leur rythme. Finalement, les pistes d'action envisagées, c'est vraiment l'importance de co-construire un plan de déploiement adapté à chaque établissement parce que chaque contexte est différent, chaque usage peut être différent, les outils à l'interne qui sont utilisés sont différents. Donc, très important de se centrer sur les organisations, mettre sur pied des temps de formation, coaching, très important, animer des ateliers d'entraînement pratique dans des contextes qui permettent aux professionnels de se dédier et d'avoir des espaces pour apprendre et faire des retours d'expérience pour nommer les enjeux et aussi faire participer au maximum et engager les personnes accompagnées dans le développement et les usages aussi. Qu'est-ce qu'eux en disent de comment les professionnels les accompagnent avec cette plateforme-là? C'est hyper important et pour nous, c'est au cœur aussi du projet. Émilie, tu veux dire le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que c'est un très beau logiciel, un beau défi aussi dans ce changement un petit peu de manière de penser, la manière d'accompagner les personnes. Voilà, c'est un beau défi, puis j'espère de nous en dans ce sens. Merci. Merci mesdames, c'était très intéressant. On va tout de suite passer au dernier témoignage qui va concerner la masse du labo et je vais laisser la parole à François Bernard, puisque
puisque la masse du hameau est gérée par le GAPAS. Ah oui, pardon, pas vous, bien sûr, j'ai oublié. Alors, je suis en train d'enregistrer le dernier dessin. D'ailleurs, s'il n'est pas drôle, c'est pas ma faute, c'est que j'ai pas eu le temps. Alors voilà, un premier dessin qui parle du baromètre et de Madame Côté. On dit Côté, hein? Ou Côte? On dit Côté. Attendez voir, je l'ouvre et voilà. Donc le projet est baromètre. Voilà. Et puis un autre dessin, un capillotracté, je vous l'accorde.